somebody out there? E.T. Video game? It's the video game that lets you pretend you're E.T., running away from secret agents, falling into danger, finding a phone to call home, and discovering the best thing on earth, a friend. E.T., only from Atari. La deuxième partie de ce premier épisode du Musée du Barbu, où on revoit les films à travers les jeux vidéo sur l'Atari 2600. Eh bien, on poursuit où est-ce qu'on était rendu. On se rappelle qu'à la première partie, on a terminé avec Halloween. Eh bien, on poursuit notre quête des jeux adaptés de films sur l'Atari 2600. Et ici, on joue à James Bond sur l'Atari 2600. Et oui, James Bond, basé fait sur les films célèbres de ce nom, a été publié par Parker Brothers. Le gameplay parle de lui-même. Je crois qu'on est dans la voiture de James Bond, équipée de lance-missiles qui s'attaque à tout ce qu'il voit sur l'écran. Évite des projectiles, saute par-dessus des pits de feu. J'essaie de comprendre le lien avec James Bond ici, mais je sais que le jeu est sorti, en fait, pas longtemps après Moonraker, et le jeu serait basé un peu, plus ou moins, sur Moonraker. Quelle déception. C'est le seul mot que j'ai. Déception. Ici, on joue à King Kong. Sorti en 1982 par Tiger Vision sur l'Atari 2600, basé sur la licence du même nom. Ça se voulait une réponse à Nintendo à la sortie de Donkey Kong. Eh bien, on voit ici que c'est un pâle clone de Donkey Kong avec une mécanique similaire avec King Kong qui est en haut et la demoiselle en détresse qui est au sommet de la tour et toi qui dois monter la tour et qui se fait lancer on dirait des pierres de curling, mais ça doit être des boules noires, genre de bombes, des bombes en boules noires, mais c'est d'un pathétisme, comme on dit, un pathétisme qui est désolant et qui ne donne rien de positif à ce jeu qui est médiocre. Kroll, adapté du film du même titre et publié en 1983 par Atari même. En fait, le film est un mélange de plusieurs types de jeux. En fait, on voit que c'est comme un vertical shooter à la Space Invader avec les méchants qui descendent vers le bas de l'écran et toi qui essaies de les anéantir. Et inévitablement, ils viennent kidnapper la princesse en détresse. Et là, on doit parcourir une toile d'araignée géante pour aller en haut au sommet où est-ce qu'il y a une porte qui nous attend. Et c'est ça. Je suis jamais arrivé à passer outre cet écran et arriver à la troisième écran où on affronte le boss. Et je sais que l'affrontement du boss ressemble un peu à Yours Revenge au niveau du concept de tableau rendu là. Et ça recommence perpétuellement une fois qu'on a terminé. Autrement dit, on n'accumule que des points.
Un jeu qui est quand même... qui adapte qui adapte des scènes dans le film, là, à ce que je peux y comprendre. Qui a quand même une gameplay plus ou moins intéressante et avec aussi... tout de même, on peut voir là, au début du jeu qu'il y a une mini-cinématique très rare chez l'Atari 2000. Lord of the Rings, Journey to Rivendell de Parker Brothers, qui devait voir le jour en 1983 et n'est resté qu'à l'état de prototype presque fini en fait. Mais prototype tout de même, et on sait pourquoi en fait le jeu n'est pas sorti et que sa sortie a été cancellée. Suite au crash du jeu vidéo de 1983. Eh bien, le jeu est adapté des événements du film d'animation sorti passablement proche des mêmes années, plutôt que basé sur les livres, en fait. Donc, de là qui se qualifie comme un jeu adapté d'un film. C'est un des rares RPG de l'Atari 2600 et qui était quand même assez complexe là, comme RPG, là, avec même une map monde où est-ce qu'on voit où on est rendu et où on doit se rendre. Différents types de maps où on doit se promener, où on s'aventure et bien sûr où on est pourchassé par les méchants dès qu'on utilise l'anneau pour se rendre invisible, parce que oui, quand on utilise le bouton d'action, on se rend invisible et on attire les méchants pas fins. From the director who brought you Smokey and the Bandit, Hooper, Cannonball Run, comes the ultimate spectacle. Megaforce, an elite compact fighting unit armed with the most sophisticated weapons ever seen on a movie screen. The mission, to preserve freedom and justice and battle the forces of evil. The good guys always win, even in the 80s. Megaforce, publié par 20th Century Fox Games. Eh bien, c'est un jeu basé sur un film qui est aussi un rip-off. En fait, c'est un rip-off de Mad Max et des films de post-apocalyptiques qui ont été très populaires dans les années 80. En fait, ici, on joue le protagoniste qui se promène à moto. Une moto qui lance des missiles et qui peut voler dans les airs. Et c'est pas mal ça. On essaie de tuer les méchants ovnis et les hélicoptères et de survivre à se rendre à un point partir du point A, se rendre à un point B qui est, en fait, je me suis jamais rendu au point B, à moins que ce soit une accumulation de points comme la majorité des jeux d'Atari. Eh bien, le jeu est très, 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 très ordinaire. Planet of the Apes, publié par 20th Century Fox, en fait, pas publié, puisque c'est un prototype. Le jeu n'a jamais vu le jour et n'a jamais été complété. Il devait sortir en 1983, et pour des raisons qu'on a déjà expliquées, et il n'est pas sorti. Et vous savez pourquoi. En fait, on est supposé revoir ici une scène, des scènes épiques du film La planète des singes, avec Charlton Heston. On reconnaît certains endroits, dont les bois et les singes qui courent partout. Et ça me fait penser un peu à E.T. au niveau de la conception du jeu. E.T. The Extraterrestrial, avec... on retrouve le même type de tableau, d'écran de jeu, en fait, quand on se promène. C'est pas mal ça, parce que le jeu est vraiment très incomplet et il n'y a pas grand chose qu'on peut y faire dans le jeu à part se promener et mourir et rien d'autre. th Century Fox would like to introduce you to Pee-wee and his pals. Tommy, Mickey, Tim, and the biggest man on campus. Why do they call you meat? Because it's so big?
When they're not in class, they're into everything. Save your energy, you're gonna need it. Okay, pull over. Coast is clear. But what they'd like to get into most is a place called Porky's. Quand on pense de films adaptés en jeux vidéo, et quel titre de film qui nous vient en tête tout de suite? Eh bien, il semblerait que pour 20th Century Fox, Porky's était un bon film à adapter en jeu vidéo, surtout sur l'Atari 2600. Porky's, sérieusement, 20th Century Fox, à quoi vous pensiez? Eh bien, ici, on semble être dans les sous-sols de chez Porky's et on essaie de fabriquer une échelle pour pouvoir monter dans Porky's par en dessous. Parce qu'on sait que dans le film, ben, on est interdit d'entrer parce qu'on est trop jeune pour y aller. Et ben c'est ça. Là, il y a une pôle en plein dans le milieu, qu'on se balance au travers de la pôle pour sauter d'un bord puis de l'autre pour aller ramasser des trucs qui flashent, qui sont en fait des bouts d'échelle qu'on doit reconstruire. Vous voyez le bout qui flash, mais c'est ça. C'est un bout d'échelle qu'on doit reconstruire. Et là, on doit se rendre de l'autre côté d'où est-ce qu'on l'a pogné pour pouvoir faire bâtir l'échelle. Porky's. Sorti en novembre 1982 et basé sur le film portant le même nom, Raiders of the Lost Ark, le premier Indiana Jones, en fait, de la franchise Indiana Jones. Ici, on incarne Indiana Jones qui doit en fait retrouver l'arche perdue, tout simplement. Eh bien, c'est ça le but du jeu, et c'est ce que je pourrais dire, un jeu d'aventure, un des premiers jeux d'aventure réels. C'est l'ancêtre de Uncharted. C'est l'ancêtre de Uncharted puis de Tomb Raider, en fait. Et là, on est Indiana Jones, on est Indy. Et là, le seul hic de ce jeu, c'est que là, on voit que je rush depuis le début du gameplay. Et je meurs, j'arrive pas à faire bouger mon personnage. Jusqu'à ce que je me rende compte que le jeu joue avec les deux manettes en même temps. Il y en a une qui te sert à naviguer dans ton menu de trucs que tu trouves et d'armes, et etc. Et l'autre sert à te déplacer. Et bien, saviez-vous que celle qui sert à se déplacer dans le jeu, c'est la manette du joueur 2. Très, très, très intuitif. Et enfin, je réussis à trouver comment ça fonctionne pour bouger. Et là, je recommence ma gameplay en me disant « Hey, je vais réussir à faire quelque chose, mais contrôler deux manettes, deux contrôles. » Et c'est l'enfer. L'enfer, c'est presque impossible. Et juste pour vous dire que la personne qui a conçu ce jeu était quand même un génie du jeu vidéo à l'époque. En fait, c'est lui qui a conçu et programmé Yars' Revenge, qui est un des meilleurs jeux de l'Atari 2600 ever. Mais c'est aussi lui qui a conçu le pire jeu connu de l'Atari 2600, qui est E.T. The Extraterrestrial. Donc, on retrouve ici un concept qui est quand même trop... je dirais que le concept du jeu, le concept du gameplay est trop évolué pour la console. Sorcerer's Apprentice, sorti en 1983 sur Atari 2600 et publié par Atari même et développé par Atari. En fait, le jeu est inspiré d'une scène épique du film de Disney Fantasia, qui est en fait la séquence de l'apprenti sorcier, où Mickey Mouse, en fait, on reconnaît Mickey Mouse qui fait danser des ballets pour faire le ménage à sa place et qui perd un peu le contrôle de tout ça.
Eh bien, ici, on joue le sorcier Mickey qui, en fait, tire des projectiles en l'air pour gagner des points. Voilà! Sorcerer's Apprentice! N'oublie pas, un Jedi doit sentir la force filtrer à travers son esprit. Elle peut influencer les actions? En partie, oui, mais elle sait aussi obéir quand on la commande. Toutes ces croyances à la noix et ces armes démodées, ça vaut pas un bon pistolet laser aux côtés de Peter. Attention, car là, on tombe dans du très, très, très sérieux. Parker Brothers, qui sort sur l'Atari 2600, Star Wars Jedi Arena, qui en fait est un jeu basé sur une courte scène du film Star Wars épisode 4, où Luke apprend à manier le sabre laser dans le Faucon Millennium avec une petite boule qui lance des lasers. Là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est ça. Toi, t'es Luke qui tient un sabre laser, puis c'est ça. Mais il semble qu'il y en a un autre avec un sabre laser. Puis là, faut pas que la boule, c'est... Tu sais, quand que tu sais pas quoi faire avec ta franchise et que tu sors un jeu basé sur une courte scène dans un film. Star Wars Return of the Jedi Death Star Battle pour l'Atari 2600 est sorti en 1983 par Parker Brothers sur l'Atari 2600, l'Atari 5200 et la famille d'ordinateurs familiales Atari 8 bits. En fait, le jeu est encore une fois basé sur une simple et unique scène du film Le Retour du Jedi, Star Wars épisode 6, où tu es le Faucon Millennium qui s'attaque à la Death Star. Eh bien, c'est ça. C'est un peu ça. Il y a deux séquences dans le jeu, deux espèces de tableaux. Une où tu dois trouver un trou dans le shield pour pouvoir atteindre l'étoile de la mort et ensuite détruire le cœur de l'étoile de la mort. Et voilà, c'est le jeu en soi, basé sur une seule et unique scène. Star Wars The Arcade Game. Star Wars, le jeu d'arcade, en fait, adapté sur l'Atari 2600 par Parker Brothers. En fait, le jeu est aussi encore une seule scène du film de Star Wars qui est la scène finale, l'assaut final, en fait, vers l'étoile de la mort de Star Wars épisode 4. On essaie... on voit ici, par contre, qu'il y a vraiment du travail de fait, parce qu'on essaie d'avoir une perspective en 3 dimensions sur l'Atari 2600. Là. Et on réussit quand même bien à adapter le jeu d'arcade pour la console, malgré les limitations graphiques de la dite console en soi. C'est un jeu qui est quand même assez agréable à jouer. Par contre, bien sûr, qui finit par être redondant, puisque dès qu'on atteint la finale et qu'on détruit l'étoile noire, mais on recommence à zéro, on fait juste accumuler des points supplémentaires. Star Wars. Station 5-7, nous sommes en route maintenant. Allez les enfants, formation serrée. Luc, je n'ai pas de vecteur d'approche. Je ne suis pas branché. Calme, Dak. Attaque type Delta. Vas-y. Eh bien, encore un autre jeu de Star Wars basé en fait sur l'épisode 5 cette fois-ci, Star Wars The Empire Strikes Back. Toujours par Parker Brothers. En fait, le jeu, et encore une fois, adapte une séquence du film et qui porte le même titre. Et c'est la séquence de début, en fait, la bataille sur Hoth. C'est bien ça, où on est, je crois qu'on doit être Luke Skywalker dans son vaisseau et qui attaque des hat-hat. Et c'est tout.
c'est le jeu Star Wars, The Empire Strikes Back. Attention les âmes sensibles, Wizard Video Games nous revient avec un autre jeu adapté d'un film d'horreur pour l'Atari 2600. Et ici on parle de Texas Chainsaw Massacre. Fermez vos yeux parce que c'est gore. En fait, on interprète Leatherface qui se prenait avec ce qui semble être ses deux mains qui fait tourner. La chainsaw est de la même couleur que son corps. Et on se promène dans un champ et tout nous bloque. Dès qu'on a un pixel qui touche à quelque chose, on ne peut plus avancer. Et en fait, on court après des jeunes demoiselles en détresse qu'on tue avec notre chainsaw. Et on essaie de deviner qu'est-ce qui vient de se passer parce que on sait pas ce que le sprite signifie et représente quoi. Et c'est de Texas Chainsaw Massacre. Towering Inferno par US Games pour l'Atari 2600. Adapté. En fait, on ne sait pas trop si c'est réellement adapté du film qui porte le même titre. Un film catastrophe, en fait. Je pense qu'il est sorti dans les fins des années 70. Le jeu a vu le jour en 82. Et on incarne un pompier qui rentre dans une tour en feu et qui essaie de passer outre les flammes pour atteindre la petite porte blanche qui est en haut pour sauver des gens. Je suis pas arrivé à rien faire. Et c'est ça. Towering Inferno. C'est comme le film. Pareil. Who's that guy? That's Tron. He fights for the users. Tron. Et on termine en force et en beauté avec Tron Deadly Discs. En fait, un autre jeu qui semble être dans la veine des Star Wars où on adapte seulement qu'une scène d'un film pour en faire un jeu. Eh bien, ici, Mattel sort le film en 1982 sur l'Intellivision et sur un autre nom de branding, M-Network pour l'Atari 2600. Je dois vous avouer que le jeu, je n'ai compris aucunement les contrôles. J'ai essayé tant bien que faire quelque chose. Je suis jamais arrivé à attraper le disque, à lancer un disque, à faire quoi que ce soit dans le jeu. Il a tout l'air... Il donne l'impression d'être un prototype non fini, mais pourtant c'est un jeu qui est bien sorti et qui a été publié en 1982. C'est à se demander comment qu'on joue. J'ai cherché les instructions, j'essaie de suivre les instructions et malgré tout ça, je ne suis arrivé absolument à rien. Tron, Deadly Discs. Et c'était tout pour ce premier épisode du Musée du Barbu. Eh bien, on a pu voir dans cette vidéo que, en fait, il était peut-être un petit peu trop tôt pour adapter des films en jeux vidéo, surtout sur l'Atari 2600 qui était très limité au niveau de sa conception, au niveau de ses performances. Bien qu'on a trouvé quelques petites perles au travers de tout ça qui représentaient quand même assez bien le film duquel en fait le jeu était adapté. On va se revoir pour l'épisode 2. Je vous dis pas c'est quoi le sujet, mais vous allez être très surpris.